Ces démarches reposent sur la question de la participation, mais ça c'est un peu un mot valise aussi. Moi j'aime bien en ce moment faire la différence entre collaboration et participation. J'aurais tendance à considérer, enfin moi je parle de collaboration quand les personnes avec lesquelles on travaille sur les terrains sont associées à la fabrication du dispositif de recherche lui-même, au dispositif d'analyse, etc. Et je mettrais plutôt du côté de la participation, ce qui se passe quand on leur propose finalement un dispositif un peu clé en main dans lequel ils prennent une place plus ou moins importante, plus ou moins conséquente.
Et j'ai toujours travaillé avec l'analyse institutionnelle. Et dans la méthode, dans la discipline, je peux dire comme ça, de l'analyse institutionnelle, toutes les recherches sont participatives. Parce que pour nous, c'est impossible de penser une recherche où les gens qui vont participer vont traiter comme objet. Ils sont sujets. Bon, sujet pour nous, c'est notre. Ils sont personnes très importantes dans la recherche. Et je pense que mes élèves qui ont travaillé avec moi après 2002, 2003, quand j'ai tourné de France, et ils travaillaient toujours dans cette proposition, dans cette méthodologie. Et le livre que j'ai montré là, est en portugais, les chapitres de ce livre racontent cette expérience avec la pesquise, la recherche-action, la recherche-intervention ou la recherche participative. Il faut construire la recherche. Si on fait des recherches avec, on va construire la recherche, la méthodologie, etc. Pas seulement avec l'équipe de recherche, la recherche, mais principalement avec le sujet de la recherche. Quelquefois, nous faisons le travail tout ensemble, hein, et nous essayons de profiter de cette différence par rapport à la lecture et les activités. D'autres fois, il faut travailler en deux différents groupes pour essayer de choisir des textes, des activités qui peuvent intégrer un certain groupe, hein, et l'autre. Parce que comme ils sont des âges différents, ils ont des intérêts par rapport au sujet de la lecture et même quelques activités qui sont différents. Donc, nous mélangeons. Quelquefois, nous travaillons tout ensemble dans un même groupe en faisant les mêmes activités et la même lecture. Autrefois, notre recherche travaille avec un groupe d'âge, essaye de faire les choses qui m'intéressent plus spécifiquement, et je travaille avec les âgés, par exemple. C'est une forme d'essayer de répondre à des demandes différentes. On a des tests et on va tester ça. C'est pas simple de faire ça. Parce que si on a un résultat positif, par exemple, comment on fait pour donner les résultats, suivre la personne, appliquer les médicaments, qui sont des antibiotiques, et faire les suivre, etc. Donc faire ça ensemble, c'est notre recherche avec maintenant. Et nous sommes toujours en train de réfléchir comment faire pour apporter à ces groupes, à construire avec ces groupes les actions qui vont faire impact sur la mortalité, sur la qualité, surtout sur la qualité de vie des mères et des enfants et des familles qui sont de cette région de São Paulo. Donc Moi je définis une recherche avec comme une recherche collaborative. Voilà. On collabore avec l'acteur et on élabore, à un moment donné dans la recherche, on élabore quelque chose qui a trait à la recherche. Par contre, je veux bien comprendre que certains disent recherche avec et mettent tout, prennent ça comme un titre et mettent tout, recherche collaborative, recherche action, recherche intervention, mettent tout dedans. Mais moi, je la comprends comme ça. Recherche avec, pour moi, c'est recherche collaborative. C'est à un moment donné,
le chercheur et les praticiens travaillent ensemble, mais travaillent ensemble aussi sur la recherche. C'est la même chose que la recherche collaborative. Ça veut donc dire que les acteurs du terrain participent à l'élaboration de la recherche, soit participent à l'élaboration au niveau méthodologique, soit participent à l'explication des résultats ou à un article des résultats. Pour le rappeler, il s'agissait donc de professionnels impliqués dans leurs institutions de soins et qui ont cherché de l'intérieur à analyser et à transformer dans un même mouvement les institutions dans lesquelles ils vivaient et ils travaillaient. Donc voilà des personnes qui travaillent de l'intérieur. Et puis, on va voir apparaître aussi une volonté d'intervention extérieure, mais qui est souvent portée en fait par des gens qui d'abord ont pensé l'institution de l'intérieur, vous voyez, et puis ils vont se mettre à intervenir de l'extérieur. Et donc là, je crois aussi qu'on a deux figures de ces questions de la recherche avec, le dedans, le dehors. Quand je suis dedans et que je fais appel au dehors, quand je suis dehors et que je vais à l'intérieur du territoire d'autres, il y a toujours ces questions de territoire, de dedans, de dehors. Il faut se souvenir que les premiers travaux d'analyse institutionnelle de type intervention qui ont fait l'objet de publications ont été menés en milieu chrétien. C'est-à-dire très souvent ce qu'on appelait à l'époque des paroisses étudiantes dans des universités qui, à l'époque, vous savez, l'Église elle-même, dans les années 60, était secouée par de nombreux conflits internes, on ne se souvient plus, mais il y avait des interventions pendant des messes, par exemple, c'est-à-dire qu'il y avait des catholiques en protestation contre la hiérarchie catholique et qui interrompaient des messes, par exemple, comme on a pu le voir récemment en Russie, par exemple, mais c'était autre chose. Là, c'était des catholiques qui, vous voyez, portaient atteinte au déroulement de la messe pour protester contre la manière dont la hiérarchie de l'Église traitait les questions. Voilà, ça c'est des choses qu'on a un petit peu oubliées aujourd'hui. C'est pas nécessairement de l'extérieur que venait la contestation. Et donc ces étudiants catholiques pris dans une double contestation de l'Église d'une part et de l'université d'autre part faisaient appel à des sociologues, à des psychosociologues pour venir soutenir finalement leur réflexion, leur analyse interne et de l'Église et de l'université. On était déjà dans une pluri-institution, enfin, dans ce que moi j'appelle une interférence institutionnelle. Limite de l'extérieur, par départ, par principe, on se trouve dans un contexte de vulnérabilité sans que nécessairement les populations ou les groupes visés aient la possibilité de revenir là-dessus et de s'exprimer là-dessus. Il y a aussi la sensibilité expérientielle que j'appelle, c'est souvent les questions qu'on étudie, en quoi elles sont en lien avec notre pratique professionnelle, en quoi elles sont en lien avec notre propre histoire, parce que très souvent quand on s'intéresse à un sujet, en tout cas moi je l'ai observé dans ma propre expérience et dans beaucoup d'expériences de collègues et d'étudiants, souvent on s'intéresse à une question parce qu'il y a quelque chose dans notre vie ou dans la vie de proches qui s'est passé et qu'on a envie de comprendre, qu'on a envie d'approfondir. Et ce regard-là fait partie de notre posture. Alors il y a cette sensibilité-là qui nous met avec déjà des référents qui viennent de notre vie, de notre expérience, et qui est notre posture de départ, avec laquelle on arrive sur le terrain. Je le pense plus en termes comme ça, de sensibilité théorique expérientielle interreliée, parce que on n'est pas... c'est pas l'obligation d'entrer dans un cadre théorique très rigide auquel après on doit faire correspondre ce qu'on découvre, ce que les gens nous racontent, qu'on les interprète toujours en fonction de ce que nous on veut voir là-dedans. Parce que forcément aussi on a une intention politique, on a une position déjà quand on arrive. Après rencontrer c'est se donner des moyens de créer des liens de confiance, des liens de réciprocité.
Mais des liens de confiance, ça se crée sur une durée. Ça se crée souvent à travers l'occasion de travailler ensemble, de faire des choses ensemble, de réfléchir ensemble, même de penser le projet commun de création ou de recherche, d'action ensemble. C'est cette rencontre-là, pour créer cette proximité, elle doit, si elle fait partie du dispositif de recherche, elle donne beaucoup plus de chances que cette véritable rencontre ait lieu. Beaucoup plus que dans des moments assez, furtifs, on pourrait dire. Ce qui n'empêche pas qu'on fait, puis on le fait tous, des entrevues qui peuvent être et qui sont souvent des occasions de rencontres et de grande proximité aussi. À partir de cette question intervention, institution, implication, vous avez bien compris, donc c'est ce qu'on appelle les 3 I. On voit se développer donc des travaux que pour ma part je qualifie de socio-cliniques, qui tiennent ensemble à la fois des perspectives de recherche et d'analyse collective, qui mènent des chantiers sur des longues durées. Il m'est arrivé, moi, de travailler sur des chantiers pendant 5 ans avec les mêmes collectifs, avec les mêmes équipes. Alors évidemment, il arrive un moment parfois où le chercheur est plus ancien que la majorité des personnes avec lesquelles il travaille, ce qui pose des questions sur qui est dedans et qui est dehors. Voyez, lorsque c'est le chercheur qui est porteur de l'histoire de l'établissement auprès duquel il intervient régulièrement. Mais ça peut déranger des choses un peu classiques. Et puis, cette idée d'une dynamique toujours, c'est-à-dire que la démarche de recherche elle-même ne s'enferme pas dans un protocole posé à l'avance qu'il va falloir respecter scrupuleusement, etc. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir faire avec les évolutions à la fois des spécificités du terrain et puis plus largement de l'institution. Donc c'est ce type de démarche, c'est ce que j'appelle pour ma part donc socio-clinique institutionnelle. Premier point, la question du travail, de la commande et des demandes. Commande-demande, parfois on les considère quasiment comme des synonymes. Ça ne supporte pas forcément d'ailleurs les traductions dans les différentes langues. C'est toute une affaire quand on veut traduire cette question commande-demande dans différentes langues. Trouver les équivalents, c'est assez compliqué.
Mais même à l'intérieur du français, il y a déjà tout un éventail de façons de comprendre la commande, les mots même, commande et demande. Je dirais qu'on a tendance quand même à considérer que la commande est impérative. Hein, voilà, je te commande ceci ou cela, dans ses connotations militaires, scolaires, etc. Il n'y a pas trop le choix. Hein, si je te commande de, bon bah voilà. Il n'y a pas trop de choix. Mais en même temps, commande, ça a aussi un sens commercial. Si je passe une commande de livres par Internet, etc., voilà, je paye, mais il n'est pas sûr que l'autre me fournisse le produit que je veux. Hein? Bon, si on fait une petite analyse institutionnelle de la vente, on dit parfois que c'est l'offre qui crée la demande. C'est le vendeur qui fabrique le client. Alors dans ce cas-là, où est la commande? Et qui commande qui? Est-ce que c'est vraiment celui qui paye qui commande? Bon. Voilà, c'est un peu plus compliqué et on retrouve cette complication quand on travaille sur des terrains avec des personnes qui se trouvent sur ces terrains. Et puis la dimension demande, j'aime bien faire référence à la demande en mariage ou pas forcément en mariage. Vous voyez, même chose, traditionnellement, si vous faites une petite recherche internet, vous allez voir que quand on représente dans les dessins, les photographies, etc., la demande en mariage, l'homme se met plus bas que la jeune fille à laquelle il fait sa demande. Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là? Est-ce que ce qui ne se dit pas à ce moment-là, c'est le fait que le statut social de l'homme reste dominant, hein, et que dans la mise en scène de la demande en mariage, il faut compenser quelque chose. Donc le rapport, vous voyez, inégalitaire, où est-ce qu'il est? Et quelle mise en scène on en fait dans certaines situations? J'ai gardé cette petite image là pour considérer. Nous travaillons, quand nous travaillons sur les commandes et les demandes, on va considérer que la commande qui nous est adressée est déjà une manière de connaître l'institution et le terrain, puisque ça donne des informations sur ce que veulent les dirigeants, par exemple, mais aussi comment eux-mêmes ont compris qu'ils devaient faire évoluer leur structure pour répondre à une commande d'État, ou une commande des financeurs, une commande d'évaluation, etc. Idem pour la question de la demande. Les collectifs avec lesquels on peut travailler sont parfois demandeurs de changement, d'écoute, ils veulent faire entendre leur révolte, ils veulent changer leur manière de travailler, ils veulent essayer d'utiliser parfois l'intervention extérieure pour mettre en difficulté leur direction. Vous voyez, tout ça existe. Et tout ça renseigne le chercheur sur la réalité de ce terrain, avant même parfois d'y avoir mis un pied. Deuxième point important pour Louraud, la question, évidemment, la notion d'implication qui va attirer l'attention davantage sur le comment. Comment nous sommes impliqués, comment nous sommes pris dans nos institutions, plutôt que combien. Aujourd'hui, il y a une sorte de banalisation du mot, enfin, ça fait déjà un petit moment, du mot implication qu'on utilise à toutes les sauces. Et si vous vous intéressez un peu à la littérature du management, on en parlait un petit peu avec Paul hier, aujourd'hui dans les manuels du management, on vous propose des échelles de mesure de l'implication du salarié au travail. Et donc on comptabilise, hein, on est impliqué à 10, à 20, à 15, à 30, est-ce que c'est 31 ou 29, etc. Voilà. Il y a des spécialistes qui vendent des modalités de mesure de l'implication au travail. Ici, voici, je vais donner un exemple pour rendre peut-être un peu plus concrète cette question. Voici une infirmière. Cette infirmière, elle est au travail. C'est son implication professionnelle, mais elle est là, hein, en direct. Mais en même temps, cette infirmière, elle n'est pas seulement là, elle peut aussi être croyante, elle peut être très engagée, par exemple, dans une église. J'étais il y a peu de temps au Brésil, j'ai travaillé sur un projet avec Sinira en particulier, autour, qui nous amenait à penser la question, par exemple, des grossesses précoces, de la question de l'interruption de grossesse. Et bien évidemment, selon que l'infirmière qui reçoit une adolescente enceinte soit de telle ou telle obédience, conviction, croyance, ça change tout à la façon dont la jeune fille va être prise en charge. C'est quelque chose qu'on a observé assez récemment aussi avec Séverine Collinet, qui est là-bas, qui démarre une recherche avec des médecins sur l'annonce diagnostique. Lorsque
on dépiste lors d'une grossesse une maladie rare qui fait envisager une interruption de grossesse parce qu'il va y avoir une malformation, etc., eh bien, les médecins ont fini par nous dire que selon la région dans laquelle se situe l'hôpital, eh bien, il est bien possible, eux le savent, ils savent que dans telle et telle région, dans tel et tel hôpital, l'équipe médicale va tirer telle ou telle conséquence du diagnostic et va influer sur les patients dans tel ou tel sens. Vous voyez, là, c'est le fait que ces références, ces croyances, ces implications secondaires ne sont... Évidemment, il y a des résistances pour notre part, les chercheurs. Il y a aussi le défi de construire une équipe de chercheurs. Parce que nous sommes tellement différents. Nous sommes des médecins et des infirmières et des odontologues. Nous avons des visions, des cadres théoriques différents. Nous sommes dans des processus de travail différents aussi. Et pour comprendre ces choses-là, il faut comprendre qu'il y a historiquement les difficultés de travailler ensemble, les médecins et les infirmières, par exemple. Ils ont une histoire de difficultés. Et au terrain, ces mêmes équipes trouvent une autre équipe composée aussi des médecins, des infirmières, des odontologues, des autres professionnels qui ont les défis de travailler ensemble. Donc notre difficulté, il y a des moments qui font résonance à la difficulté aussi de terrain. Donc on fait notre travail, c'est de faire l'analyse de notre implication, de notre difficulté, lire ça et aussi lire avec les gens de terrain et aussi d'analyser ensemble c'est notre. Les analyseurs, la Passade parlait d'analyseurs argent, c'est-à-dire que quand on mène des analyses, il faut toujours penser à la question de l'argent, le nerf de la guerre, comme on dit parfois, y compris et surtout lorsqu'on n'en parle pas. Dans le travail social en France, c'est peut-être différent ici, mais dans le travail social en France, l'argent est tabou. Les professionnels avec lesquels on travaille nous disent toujours qu'ils ne travaillent pas pour l'argent. Et mettre sur la table la question de l'argent, du fait que les différentes professions travaillant dans une même équipe ont des formations, des rémunérations tout à fait différentes, font des heures supplémentaires ou pas, etc. Ce qui influe très directement sur la manière de travailler ensemble. Eh bien ça, c'est considéré comme un peu hors champ. Aujourd'hui, on est très souvent amené à travailler en fait sur ce que j'appellerais l'analyseur temps. Et c'est d'ailleurs souvent une façon d'attraper la question de l'argent. On commence par le temps et on arrive à l'argent, bien évidemment, très rapidement. Je donne la coopération entre les parents et les enseignants. Nous avions cherché dans la recherche à contacter assez rapidement les délégués, les représentants de parents. Et il s'agissait de quartiers dans lesquels le chômage était extrêmement important. Les directeurs d'école nous disaient « ici, tous les parents sont au chômage ». Lorsque nous avons cherché à contacter les représentants, les délégués de parents, nous avons eu les pires difficultés à trouver un créneau horaire pour les rencontrer parce que les délégués de parents, eux, travaillent. Voilà, c'était je vais un peu vite, mais c'était les seuls parents du quartier qui travaillaient. Et c'était eux qui représentaient les autres. Vous voyez ? Ça interroge. Donc là, il y a bien un analyseur qui met en rapport le temps disponible, quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous rencontrer, nous les chercheurs, avec des questions très ordinaires du fonctionnement quotidien de l'école et de ce clivage entre parents disponibles, parents non disponibles, parents avec boulot, parents sans boulot, parents avec argent, parents sans argent. Qu'est-ce que fait l'école face à ça? Eh bien, l'école, elle dit les parents d'élèves. Et les parents d'élèves, c'est qui? En France, quand on en parle rapidement, ce sont les parents délégués. La question de la restitution, il va y avoir un atelier qui va être directement consacré à ça, je ne veux pas trop m'éterniser. Cette image pour dire que très souvent on associe la restitution, je ne sais pas ce que diraient les anthropologues, mais en France le mot restitution il est aussi beaucoup connoté par cette idée de restituer au peuple colonisé des choses qu'on leur a pris, hein, on leur rend. Dans la recherche, il y a souvent un peu cette idée, je vous ai pris des choses, je vais vous rendre des choses. Hein. Ça a un petit peu un côté Robin des Bois quand même, vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut rendre aux pauvres des choses qu'on leur a prises. Vous voyez.
Et le chercheur, Robin des Bois, qui fait la justice, etc., il fait la justice, quoi. Et sa façon de faire la justice, c'est de montrer qu'il est plus juste que les autres, et lui, il rend tout ce qu'il prend. Bon, évidemment, c'est une blague, tout ça, hein, c'est-à-dire que je mets bien au défi, parce qu'à mon avis, les personnes à qui le chercheur a pris ces choses, eh bien, ces personnes, ils n'en ont pas grand-chose à faire de ces choses. C'est notre expérience assez régulière, je dirais l'expérience régulière, la déception régulière de nos étudiants de master et de doctorat, c'est qu'ils ont les pires difficultés à restituer les informations, les analyses, etc., qu'ils croient avoir pris au terrain. Ils sont déçus parce que les personnes auprès desquelles ils ont travaillé sont peu intéressées à lire leurs mémoires, voire même à les entendre revenir. Par contre, ce qui les intéresse, les gens du terrain, c'est que le chercheur revienne et parle avec eux et soumette à la discussion, mais aller regarder des choses un peu fatigantes ou bien venir à l'université écouter ce que le chercheur fait de ces données. Franchement, c'est un peu barbant, quoi. Une première idée serait que la restitution permettrait aux personnes, à condition de s'adresser directement aux personnes qui ont participé, sous une manière peut-être représentative, etc., mais de valider les informations et les résultats qu'on a. Ce qui, pour l'heure, de l'expérience qu'on a eue, n'a pas l'air d'intéresser beaucoup les personnes.
Et notamment, un point important qui permet aussi d'augmenter la confiance, ce sont les temps de restitution. C'est-à-dire que quand on vient dans cette école faire des recherches ou filmer ou interviewer, etc., les enseignants savent que dans un temps un petit peu long, mais qu'on va déterminer avec eux, au moins une fois par an, il y aura des restitutions. Les chercheurs vont dire, effectivement, vont faire des informations, vont donner des éléments d'information sur des points qu'ils ont vus, mais ça va être l'objet d'une co-construction de connaissances. C'est pas parce que les chercheurs l'ont dit, c'est forcément la vérité. Non, non. Ces constats ou ces remarques ou ces informations qu'on va donner vont être le prétexte pour co-construire des connaissances et pour que les enseignants donnent aussi leur point de vue de la situation qu'on a filmée ou des propos qu'on leur retransmet, de la situation de classe qu'on a observée. Ils vont pouvoir eux aussi dire ce qu'ils en pensent et peut-être aussi nous amener à avoir des éléments d'information complémentaires qui vont permettre une véritable coproduction de connaissances. La forme de restitution, on a pensé de vous annoncer quelque chose à partir de la forme de la restitution, dépend de la nature de la recherche. La restitution rend-elle compte des différents acteurs de la recherche? Jusqu'à quel point la restitution est-elle intégrée au processus de recherche? Quels sont les effets attendus de la restitution dans un processus de recherche avec et dans une perspective de recherche à venir? La question est fécondée et nous allons continuer à travailler sur la restitution. Ce qui m'intéresse, moi, un peu plus, c'est la question de l'analyse des transformations qui se produisent au fur et à mesure que l'on travaille. Parce que ça vient télescoper une vision un peu habituelle de la recherche qui est surtout il faut rien chambouler sur le terrain parce que sinon on n'est plus objectif. Or je crois que ça va être un point commun à toutes nos recherches. Le chercheur, s'il cherche avec, il transforme la réalité. Et donc ce qu'il étudie, c'est la réalité qu'il est en train de transformer. C'est pas une réalité qui bouge pas. C'est une réalité qu'il est en train de transformer par son activité même de recherche. Quand on parle du terrain, le chercheur produit des effets sur le terrain. Alors bon, je pense qu'il faut s'interroger justement sur ce mot effet. Donc le chercheur peut produire des effets sur le terrain, sur les participants, sur les différents acteurs. Il peut mettre aussi peut-être les autres en danger, en tension à certains moments. Mais le terrain peut aussi représenter un danger pour le chercheur, ça on l'a vu dans différentes interventions, d'où pour certaines recherches la nécessité de penser ou de négocier du moins des mesures préventives sur les risques. Donc s'interroger aussi sur l'approche du terrain et s'interroger aussi sur ces effets nous a semblé important d'être souligné. Et puis concernant vraiment l'aspect aussi méthodologique, un point important, je pense, qui doit être relevé, c'est la nécessité d'un croisement méthodologique, d'une triangulation des méthodes et des données. Ça, c'est revenu aussi dans les différentes interventions, dans un souci de crédibilité, de validité. Et puis, pour finir sur ce point, ont été présentes aussi beaucoup, évidemment, dans la recherche avec les notions de coopération, de collaboration, avec des pratiques collaboratives, d'inter-échange, la notion de co-construction des savoirs. Et par rapport à ces dimensions, se pose justement, je pense, la question de la formation. On en parlait encore ce matin. Il a été question de l'enjeu de la formation des agents du terrain, des enquêteurs, mais aussi dans les ateliers a été abordée la notion pour les étudiants d'être initiés à la recherche et dans certaines recherches, l'immersion et l'initiation de certains étudiants à justement ce processus de recherche avec par une immersion donc sur le terrain. La production de connaissances, qu'est-ce que c'est que la connaissance? Là, je ne vais pas me lancer là-dessus, sinon on est encore là à minuit. Qu'est-ce que c'est la connaissance, etc. La seule chose que je voudrais dire, c'est que cette production de connaissances, elle n'est pas unifiée. Les connaissances produites qui intéressent les personnes avec lesquelles on travaille ne sont pas nécessairement exactement les mêmes
que celles que nous allons valoriser dans les canaux de nos revues A, B, C, etc. Bon. Et donc là, il y a bien à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ces fameuses connaissances, mais ce que j'ai dit de la restitution, déjà, nous met un peu la puce à l'oreille. Hop. La production de connaissances, qu'est-ce que c'est que la connaissance? Là, je ne vais pas me lancer là-dessus, sinon on est encore là à minuit. Qu'est-ce que c'est la connaissance, etc. La seule chose que je voudrais dire, c'est que cette production de connaissances, elle n'est pas unifiée. Les connaissances produites qui intéressent les personnes avec lesquelles on travaille ne sont pas nécessairement exactement les mêmes que celles que nous allons valoriser dans les canaux de nos revues A, B, C, etc. Bon. Et donc là, il y a bien à s'interroger sur qu'est-ce que c'est que ces fameuses connaissances, mais ce que j'ai dit de la restitution, déjà, nous met un peu la puce à l'oreille. Ça sur la littérature. Comment faire pour... Est-ce qu'on peut produire des connaissances, faire produire la connaissance, faire la transformation et en même temps produire des connaissances? C'est ça notre défi. C'est un peu changer, comme j'ai pensé, changer de côté, de connaître pour transformer, changer l'entraînement, transformer pour le connaître ensemble. L'attention portée donc au contexte et aux interférences institutionnelles, alors ça c'est justement quelque chose qui va, je pense, se décliner différemment selon nos pays, on va le voir dans les ateliers. Par exemple, hop, est-ce qu'il y a des gens du centre communautaire Vanier ici, non? C'est un centre communautaire dans lequel nous sommes allés donc, en début de semaine, et je le cite simplement pour dire que dans ce centre communautaire, ici, à Ottawa, se mènent des actions, des dispositifs qui, si nous étions en France, seraient répartis dans tout un ensemble de structures et d'institutions différentes. Ici, au centre communautaire Vanier, travaillent tous les jours des avocats, des personnels de santé, des personnels du social, des personnels qu'en France on appellerait des animateurs sociaux, des éducateurs pour les jeunes enfants, etc. etc. Interfèrent donc des champs professionnels tout à fait différents, des institutions différentes, et en plus, ils poussent la chose jusqu'à considérer qu'ils font partie du même établissement. Et quand, par exemple, un travailleur social reçoit un usager qui entre, comme ils disent, en crise, avec des guillemets, alors il peut appeler l'avocat qui est dans le bureau d'à côté et qui va venir. Voilà, qui va venir. Dans le cadre français, c'est tout à fait surréaliste. C'est-à-dire que chacun est un peu plus campé sur ses prérogatives, son métier, on n'intervient pas chez l'autre, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand des institutions différentes, avec des histoires différentes interfèrent? C'est quelque chose sur lequel on arrive très souvent et qu'on a à interroger. Faire vraiment la place, au-delà de dire on donne la parole, parce que c'est un peu à la mode de dire on donne la voix aux jeunes, on donne la parole, mais là on leur met le micro en dessous du nez, puis bon, qu'est-ce que vous pensez de cette chose-là? On reconnaît là l'idée de recherche avec co-gestion du processus, c'est-à-dire l'expérience partagée qui se construit dans l'association étroite du chercheur et des sujets. Comme le rappelle Gilles Monceau, les sujets passent du statut de simple variable observable à celui d'acteur, de collaborateur, gagnant les droits d'interférer dans les orientations de la recherche. Ce que moi j'ai commencé à élaborer, je dirais, dans se déplacer dans le monde de l'autre. Qu'on pourrait dire aussi, c'est de sortir des universités, c'est d'aller rencontrer les personnes déjà où elles sont. Comme moi, j'ai travaillé avec les jeunes. Alors, si on fait de la recherche avec les jeunes ou avec n'importe quel groupe, c'est important, je pense, d'arriver à se déplacer, d'aller dans les lieux qu'ils fréquentent, de connaître leur univers. C'est aussi aller se déplacer, c'est aussi dans le sens plus symbolique, c'est se déplacer de ses propres référents pour être vraiment à l'écoute de ce que les personnes disent. Parce que souvent, on a cette présupposée, on a cette idée qu'il y a un problème là, que nous, on a vu, qui vient nous chercher, puis on
c'est important de ne pas essayer de le trouver ou de le voir nécessairement dans ce que les... OK, alors j'ai une question ici. Pourquoi le choix de ce sujet? Est-ce un choix personnel? Y avait-il une demande ou une commande? C'est tout à fait un choix personnel. Il n'y avait pas une demande. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Parce que, comme je disais au début, il avait ce groupe de femmes. Ils ne demandent rien. Ils donnent tous. Tous avaient une demande aux autres. Parce que c'est au contraire. Son travail, c'est de donner. Donc il n'a pas une demande. Il n'avait jamais possible une demande. Et vous comprenez ça? Il faut qu'on discute, hein? Il ne faut pas que je... Moi, je comprends. En fait, D'aller. je comprends ta réponse quand tu dis c'est mon choix personnel. Oui. Mais tu es attiré par quoi dans cette place? Qu'est-ce qui... Oui, c'est ça que je veux dire maintenant. Même qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te touche? Oui, c'est ça. Mais en principe, il n'y a pas de demande et ouais, ça, c'est une chose qui m'intéresse. Okay. Jamais il y aura une demande ici. Hein? Parce que ces femmes ont tout le temps voulu de donner des choses. Et une autre chose, c'est un choix personnel, tout à fait. Parce que ça, ça me questionne tout ce que je pense de la recherche, de les femmes. C'est ça que je disais au début. Ouais, c'est ça qui me croisait, qui m'impliquait beaucoup. Parce que ce sont des dames qui me frappent dans le sens qui font des choses que jamais je pensais à travailler avec. Hein? C'est ça, parce que je disais, comme je disais dans mon travail, la place de la femme, pour moi, c'est d'avoir un espace pour eux-mêmes. C'est pas la question religieuse, c'est pas une chose laïque, de laïcisme, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça, je crois. À la fin, je sais pas, il y a des autres choses, peut-être, mais aussi la situation où elles sont. Et ça veut dire parce que dans un moment il faut que je le dise, dans un moment de désespoir, peut-être, dans mon pays, dans la situation, il y avait quelqu'un qui avait comme tout le monde dit de sa femme, ils sont une luz, une lumière d'espoir. Tu vois? Donc j'aime, c'est vrai qu'on peut savoir ce type de lumière d'espoir. Est-ce qu'on va, comme pays, entrer dans une chose religieuse comme ça? C'est l'espoir, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez tout ce qui me frappait. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et pas une autre réponse. On a constitué un groupe avec 7 de ces jeunes filles qui sont âgées entre 18 et 24 ans et on a orienté notre projet autour de la question de la violence structurelle. Donc, on est allé sous un angle vraiment large dans lequel on a pris quelques rencontres en début d'année, l'année dernière, pour apprendre à mieux se connaître, pour réfléchir ensemble sur la question de la violence structurelle, pour discuter de quelle façon cette violence-là s'est manifestée dans la vie quotidienne de ces filles. Et on a identifié différents enjeux sur lesquels on a choisi de travailler ensemble et d'utiliser la photographie comme outil de dénonciation ou de revendication. Donc, le projet a servi, à travers la photographie, à dynamiser des actions, expérimenter des stratégies d'action sociale et éventuellement donner une prise de parole politique à ces jeunes filles. Les débats qui ont eu lieu pendant cette période, en 1995, c'était de savoir, est-ce qu'on va partir des questions des responsables de l'aide alimentaire ou des questions des divers chercheurs? Et là, il était bien tout à fait pertinent de poser évidemment des questions des gens qui sont organisateurs de l'aide alimentaire, mais il y avait là un glissement que faisaient des chercheurs en disant, nous allons dans nos projets de recherche littéralement retraduire vos questions. Alors moi et un certain nombre de chercheurs, on a levé la main. Qui va retraduire? Qui va écrire les demandes de subvention? Qui va écrire les articles? À ce moment donné-là, si vous voulez, si on ne pose pas cette opération-là explicitement, ça a l'air tout à fait que la recherche est dessinée par les autres. Qu'en fait, elle ne le sera pas, parce qu'il faut certaines habiletés. Donc, on est invité à expliciter. Dans ce cadre-là, nous, José Lacourse, et à ce moment-là, en Recurtubise, on a décidé d'aller étudier ce que peu de gens étudiaient dans l'aide alimentaire, des usagers de l'aide.
pour aller étudier les usagers de l'aide alimentaire dans un monde qui est quand même assez confrontant à partir des années, émerge là, cette demande de recherche parce qu'on double à chaque 5 ans l'aide alimentaire dans un pays riche comme le Canada ou le Québec. C'est quand même très confrontant depuis les années 80. Et on ne voit pas de limite, on voit une réduction des sources d'aide alimentaire. Je n'ai pas encore parlé d'une recherche collaborative là, qui a démarré avec une école à Paris, l'école d'Oran. Là, l'exigence éthique, elle est différente parce qu'on a co-construit le projet de recherche avec les enseignants. C'est-à-dire que pendant 1 an, on a écouté les demandes qu'ils avaient, les questions qu'ils se posaient. Nous avions aussi des demandes, des questions, des désirs d'aller chercher des choses, des objets de recherche qui nous questionnaient. Donc il a fallu faire tout ce travail d'échange de paroles, de croisement un petit peu des souhaits et des désirs de chacun. Donc ça a pris pas mal de temps, 1 année, et on s'est donc pour construire ce projet, et on s'est aussi beaucoup appuyé sur une pratique, un contrat de collaboration qui existait dans l'histoire de la pédagogie institutionnelle, quand les premiers groupes de Fernand Houry, autour de Fernand Houry, Aïda Vasquez et des chercheurs, il y avait un contrat de collaboration avec des exigences éthiques sur la production, la diffusion d'un certain nombre de documents, le fait que des choses devaient rester confidentielles. Voilà, il y a un détail, il y a un détail du projet de recherche qui est explicitement consacré à ces questions éthiques et déontologiques, où on a posé les bases d'une collaboration saine entre des enseignants et des chercheurs. Dans cette recherche, on a vraiment mis beaucoup d'attention à ce contrat de collaboration et aux dimensions éthiques et déontologiques de la collaboration. C'est ce qui a permis d'être en confiance, que les enseignants aient confiance en nous et qu'on puisse avec eux mener cette recherche collaborative. Donc ça, c'est très important. Une de nos préoccupations dans le cadre de la recherche-action participative, en théorie, les participants doivent être impliqués à chacune des étapes de la recherche. Donc, c'est une des limites de nos études, c'est qu'on est vraiment parti avec l'a priori de s'intéresser à la violence structurelle, sauf que les thèmes et les stratégies d'action ont émergé durant le groupe. Les filles ont aussi été impliquées dans les différentes étapes de la recherche. On a travaillé selon un processus itératif où on a discuté avec elles des analyses qui étaient faites, comment on réfléchissait sur cette question-là. On validait aussi, est-ce que ça a été bien compris? Est-ce que tel élément est pertinent avec ce que vous avez dit? Est-ce représentatif? Quel thème auriez-vous voulu qu'on traite davantage? Mais on était vraiment axé aussi sur une espèce de co-construction de ces savoirs-là, d'impliquer les filles dans la production de la connaissance. Et en plus de faire cet exercice-là, les filles sont aussi impliquées dans différentes stratégies de mobilisation des connaissances. Donc, 2 filles de notre groupe sont venues avec moi donner un cours de 3 heures à des étudiants de maîtrise à l'Université Laval. Pour ces 2-là, c'était la première fois qu'elles mettaient les pieds dans l'université. Elles sont venues discuter de leur expérience, de notre processus de recherche, comment elles se sont senties au sein du groupe et tout ça. Donc, c'était vraiment une expérience qui était intéressante.
Et donc, la création d'un dispositif méthodologique approprié, ça consistait à essayer de trouver des manières de réussir à intégrer, d'abord à écouter les voix des faits, à les écouter vraiment. Et d'autre part, j'ai dû réfléchir à différents principes que je pourrais mettre en œuvre tout au long des entrevues et des focus group que j'allais réaliser pour m'assurer que non seulement j'allais cueillir ces voix-là, aller les chercher, mais aussi réfléchir à comment j'allais les traiter, ces voix-là, et comment j'allais les porter dans mon propre processus d'écriture, comment j'allais en rendre compte. Est-ce qu'on parle à la place d'eux? Est-ce qu'on parle pour eux, etc. Donc, ça m'a amené aussi à m'interroger sur qu'est-ce que l'écriture dans une recherche avec. Donc, non seulement comment fait-on de la recherche avec, mais comment en rend-on compte également pour rester fidèle aux principes théoriques et épistémologiques qui ont servi de fondement à l'élaboration du dispositif méthodologique. Cette occasion-là qu'on donne aussi de réfléchir sur sa propre expérience, c'est quelque chose qui est riche, moi je pense, autant pour les participants que pour tout ce qui nous est donné à travers ce que font les participants en utilisant ces modes-là d'expression comme... Qui est très respectueuse du cheminement de la personne, de ce qu'elle veut dire aussi, parce que si on va trop loin dans les questions, la personne peut dire stop, par exemple. Donc on est très attentif à son cheminement de pensée. Et ce qui est important également, c'est que on s'aperçoit en pratiquant cette technique d'entretien que les situations que les personnes choisissent ne sont jamais des situations choisies au hasard. Souvent, ce sont des moments importants, des moments signifiants, comme dit Nadine Fingold, une collègue qui travaille sur ce type d'entretien, des moments signifiants de leur pratique professionnelle. C'est-à-dire des moments où il y a eu un avant et il y a eu un après, et ce qui se passe après n'est plus pareil. Ils ont compris quelque chose de leur façon de faire leur métier ou de leur relation avec un élève qui est unique, et du coup il y a vraiment un avant et un après dans la façon dont ils conçoivent leur métier, dont ils exercent leur métier. Pour moi, une des priorités quand je faisais une recherche avec, c'était de faire participer de les faire participer au maximum à l'élaboration du rapport final, de l'exposé final de la recherche. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend à faire au fur et à mesure de l'expérience. Et notamment, un point important qui permet aussi d'augmenter la confiance, ce sont les temps de restitution. C'est-à-dire que quand on vient dans cette école faire des recherches ou filmer ou interviewer, etc., les enseignants savent que dans un temps un petit peu long, mais qu'on va déterminer avec eux, au moins une fois par an, il y aura des restitutions. Les chercheurs vont dire, effectivement, vont faire des informations, vont donner des éléments d'information sur des points qu'ils ont vus, mais ça va être l'objet d'une co-construction de connaissances. C'est pas parce que les chercheurs l'ont dit, c'est forcément la vérité. Non, non. Ces constats ou ces remarques ou ces informations qu'on va donner vont être le prétexte pour co-construire des connaissances et pour que les enseignants donnent aussi leur point de vue
de la situation qu'on a filmée ou des propos qu'on leur retransmet, de la situation de classe qu'on a observée. Ils vont pouvoir eux aussi dire ce qu'ils en pensent et peut-être aussi nous amener à avoir des éléments d'information complémentaires qui vont permettre une véritable coproduction de connaissances. On peut pas nier qu'on a une position de chercheur, de notre position de chercheur, on a une position institutionnelle avec tous les attributs qui nous met dans une position, je dirais qu'on ne choisit pas, elle nous est attribuée du fait du monde dans lequel on vit. Par ailleurs, l'attitude que l'on développe par rapport à ça relève de nous. On est responsable de la manière qu'on entre en relation. Si on ne peut pas changer les positions d'inégalité dans lesquelles on se trouve, on peut choisir de les reconnaître, de les nommer et d'agir de manière à ce que la position privilégiée dans laquelle je me trouve ne se traduise pas dans un rapport de domination, dans un rapport hiérarchique. Parce que je pense que pour faire de la recherche avec, on va le voir un petit peu plus loin, il y a besoin de créer un climat, de créer une relation, créer une proximité qui demande au départ un positionnement dans une attitude, dans une disposition. Et elle dépasse très largement une vision simplement procédurale de l'éthique telle que les comités d'éthique vont mettre en œuvre. Puis je ne dis pas ça en faisant une critique des comités d'éthique. On a des règles éthiques à respecter. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une exigence supplémentaire lorsqu'on fait de la recherche avec. Et c'est de s'interroger dans notre propre rapport avec nos participants, d'une part, d'essayer d'établir des rapports égalitaires autant que possible avec nos participants de recherche. Oui, l'intérêt de cette technique d'entretien, c'est qu'encore une fois, la personne choisit la situation dont elle souhaite parler, et puis donc par des questions très très précises, on l'amène à retrouver ce qu'elle a fait dans cette situation, les informations qu'elle a prises avant d'agir, les buts qu'elle s'est donnés pour agir. Donc c'est une situation qui est très respectueuse du cheminement de la personne, de ce qu'elle veut dire aussi, parce que si on va trop loin dans les questions, la personne peut dire stop, par exemple. Donc on est très attentif à son cheminement de pensée. Et ce qui est important également, c'est que on s'aperçoit en pratiquant cette technique d'entretien que les situations que les personnes choisissent ne sont jamais des situations choisies au hasard. Souvent, ce sont des moments importants, des moments signifiants, comme dit Nadine Fingold, une collègue qui travaille sur ce type d'entretien, des moments signifiants de leur pratique professionnelle. C'est-à-dire des moments où il y a eu un avant et il y a eu un après, et ce qui se passe après n'est plus pareil. Ils ont compris quelque chose de leur façon de faire leur métier ou de leur relation avec un élève qui est unique, et du coup il y a vraiment un avant et un après dans la façon dont ils conçoivent leur métier, dont ils exercent leur métier. Je voulais, comme je connaissais bien moi l'entretien d'explicitation, je voulais comprendre effectivement en quoi l'autoconfrontation se distinguait. Parce qu'en fait, toutes ces catégories d'entretien, ces types d'entretien viennent tous de la psychologie du travail. Il y a une origine commune et ils mettent des mots différents, des notions différentes, mais souvent sous des réalités sociales, à mon avis, qui sont les mêmes, enfin qui sont assez proches. Tout ce qui est analyse de l'activité, clinique de l'activité, analyse de l'activité. Donc Vermersch, l'inventeur de l'entretien d'explicitation, utilise certains termes, Clos en utilise d'autres, Pastré, celui qui a travaillé sur la didactique professionnelle, en utilise d'autres, Lucria
aussi, qui est plus sur une entrée psychologique, peut-être moins activité au départ en tout cas, utilise aussi d'autres termes, mais tout ça, Theroux, qui a travaillé aussi sur Jacques Theroux, qui a écrit des choses aussi sur l'activité professionnelle, etc., l'analyse de l'activité. Bon, ces gens-là utilisent des termes différents, mais souvent, à mon avis, pour décrire des réalités sociales assez équivalentes. Donc je voulais comprendre, comme je connaissais bien l'explicitation, je voulais comprendre un petit peu en quoi ça se distinguait de l'explicitation, l'autoconfrontation, simple ou croisée. Et c'est vrai que ça apporte des aspects différents. La deuxième partie qui est très intéressante, moi je trouve, c'est la construction des outils méthodologiques. Parce que là, c'est un cas d'association, et j'en ai d'autres. Souvent, les associations ont des questions très générales. Et après, il faut créer un peu de frustration parce que la question, c'est comment méthodologiquement on peut la traiter, cette question. Et par exemple, des changements de comportement, c'est pas aisé à construire dans un questionnaire. Donc il faut montrer, questionnaire ou entretien, ou peu importe, ou observation. Il faut essayer de leur faire comprendre que tout ça, ça se traduit en outils et qu'il va falloir faire des choix et qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions et que ce serait peut-être intéressant de rajouter ces questions. Enfin, voilà. Donc il y a un truc autour de la préparation du recueil de données. Là, moi, je suis assez attentive lorsqu'eux, par exemple, ils choisissent des terrains régionaux, travailler sur telle ville ou telle région. J'essaie de retenir leur choix parce que souvent, ça correspond à des types d'implantation locales, des spécificités locales, ou des types de population, ou des types d'histoire de l'organisation sur le territoire. Et donc, je pense que c'est important d'intégrer ça, parce que là, c'est la prise en compte d'intérêts plus politiques, où ils voient, ils ont une profondeur. Donc on discute aussi des lieux, des territoires qu'on prend en compte dans le recueil de données. Pareil, c'est médecin. Il est coordinateur d'une équipe d'une petite centre de soins de cette ville, de Paraisópolis. Et il a pensé en faire une chose pas commune, qui c'est une préparation, une capacitation de l'équipe à travers d'autres formes de capacitation, de formation, je peux dire comme ça. Et sa forme, c'est que tous les professionnels ont écrit un journal, et ce journal, tous les peuvent lire quotidiennement. Et ce journal, un professionnel a nommé de Don Quixote comme une mot valise par rapport à Don Quixote. Et ce journal a fonctionné pendant 2 ans. Et à partir de ce journal, l'équipe avec les coordinateurs, ils ont toujours discuté les problèmes, les difficultés, les choses qu'ils ont fait avec les usagers. Et pour cela, l'attention à la santé mentale, elle a été faite pour toute l'équipe, et pas seulement pour les psychiatres. Et autre chose, c'est les dossiers, où était écrit tout ce qui s'est passé avec les usagers, chaque usager. Ce dossier est aussi disponible pour toute l'équipe. Et pour cela, chaque professionnel a été la possibilité de regarder tous ces dossiers-là pendant tout le temps. Et cette forme de faire la formation a changé beaucoup les services de santé dans cette ville. A changé internement parce que à partir de laquelle les usagers ils peuvent se diriger à une attention plus individuelle ou plus collective à partir de travail de groupe, de thérapie groupale, divers ateliers. Et dans la ville aussi, l'équipe de centre de soins a un contact avec d'autres institutions de la ville, comme le service de santé des familles, comme l'école, et comme toute la politique municipale de santé. Et pour cela, avait augmenté beaucoup les
juste pour ce que j'ai noté dans les recherches avec ou dans les recherches en général, c'est qu'il y a une instrumentalisation de l'audiovisuel. Ce qu'on en voit généralement, c'est qu'on l'utilise comme un outil qui nous permet d'avoir accès à des données, mais une fois qu'on a utilisé cet outil-là pour avoir accès aux données, on ne théorise pas l'utilisation de l'audiovisuel. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas certaine que nous aurons le temps de pouvoir entrer dans une théorisation aussi fine, aussi articulée que nous l'aimerions, mais c'est certainement un début de réflexion à ce sujet pour justement crédibiliser l'utilisation de l'audiovisuel et non en faire un outil qui est strictement méthodologique pour avoir accès à une instrumentalisation de nos données, mais de voir s'il n'y a pas derrière l'utilisation de cet outil-là aussi une forme d'épistémologie en soi, ce qui est l'intuition que j'avais au début de cet atelier et qui m'a amené à penser que justement, on parlait des cadres hier, comment on aime avec la recherche avec défaire les cadres. On parlait ce matin d'une transgression, d'une subversion de la manière d'entrer en relation. Mais c'est un peu la même chose avec l'audiovisuel en ce sens que on a souvent l'impression, dans la manière dont ça nous est transmis, que l'audiovisuel, c'est un moment précis de la recherche, quand dans le fond, ça peut se faire avant la recherche comme telle, pendant la recherche, mais aussi après. Et ça devient des micro-recherches en soi aussi, chacun de ces moments où on produit des documents audiovisuels. Bon moyen de produire un discours et des connaissances et un savoir sur la vie de ces gens-là et par ces gens-là. Exactement, c'est la même chose. Ça, c'est un premier point. Inviter les gens à se mettre en scène, leur permettre de se mettre en scène et d'avoir vraiment du contrôle sur l'image d'eux qui est montrée. Vincent Blanchet, par exemple, dans tous ses films, il fait au moins une projection. Il fait la projection, les gens disent stop, ok, on arrête, qu'est-ce qui va pas? Non, là j'ai l'air bête, je dis ça, ok, il note, il enlève. Alors il peut négocier, il dit, moi ça m'embête de l'enlever parce que... Alors le type peut dire oui ou peut dire non, mais tout est contrôlé. S'il y a beaucoup de changements, il revient un mois après, il projette, et tac, on refait et on valide, on enlève, on rajoute. Ah oui, mais tu parles pas de ça, c'est important, ok, bon, bah, je reviens demain filmer. Deuxième point important, on est dans la vie des gens et on est aussi dans la vie la plus simple et la plus quotidienne. Et ça, c'est un extrait du film dont je vous parlais tout à l'heure, de Chronique d'un été de Rouch et Morin. C'est les premières images du film et ils expliquent ce qu'ils veulent chercher à faire en 1960. Je pense que c'est un très bon résumé du cinéma vérité. Du coup, maintenant, je passe c'est mon deuxième sur 4 points. Il est rapide, je passe à un petit historique. En fait, aujourd'hui, je parle de 2 choses différentes qui sont à gauche le cinéma documentaire. Donc on pense typiquement à un cinéaste qui n'est pas chercheur et qui va faire un film sur des gens. Là, le type qui a fait par exemple Ad Berkeley il y a un an là, sur la fac de Berkeley. Chez nous, Nicolas Philibert, dont tu as parlé Bruno. Et puis, alors je ne sais pas qui sont les cinéastes documentaires célèbres au Brésil, en Ontario ou au Québec, au Chili. Et voilà. Films documentaires, des gens qui ne sont pas des chercheurs. Qui disent pas je produis du savoir académique. Donc ça c'est un courant. Puis il y a un autre courant qui est le cinéma ethnographique, c'est-à-dire là des anthropologues ou des ethnographes qui sont à la fac, qui sont professeurs, qui sont des vrais scientifiques officiels. Ils ont eu l'étiquette, ils ont eu la validation du parti académique et ils ont l'autorisation formelle de produire de la science. Ça c'est des ethnographes. Et en fait, moi je parle de ces 2 choses mélangées, le documentaire cinématographique et l'ethnographie visuelle dans un gros paquet qui s'appelle l'anthropologie visuelle. Et je m'associe à une idée qui est défendue par beaucoup de gens, praticiens et par des chercheurs qui travaillent sur ces courants aujourd'hui et qui disent, dans les faits et dans l'histoire, depuis en gros 1922, les scientifiques et les cinéastes se sont pas trop ennuyés à savoir de quel côté ils étaient. Voilà, ils travaillaient ensemble, ils avaient des techniques similaires, ils n'étaient pas vraiment dans des querelles de chapelle pour dire science, pas science, art, pas art.
Ils se posaient les mêmes questions. Donc l'anthropologie visuelle, pour nous, aujourd'hui, c'est ça. Si on voulait être exhaustif, on dirait quand même que l'anthropologie visuelle, ça a d'abord été juste l'usage de la photographie à la fin du 19e siècle. En fait, pas tout à fait à la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait déjà des expérimentations dans les années 1850 en ethnographie d'utiliser des images pour documenter. Voilà comment les sauvages de Torres Strait au large de... les bons sauvages, pardon, il faut dire toujours les bons sauvages. Comment les bons sauvages s'habillent au large de l'Australie, sur les îles Torres Strait, voilà, comme ça. Donc on les fait rentrer sur la scène, on photographiait et on rendait compte de la réalité vraie des terrains. En 1922, il y a eu ce film très important, Nanook, de Flaherty. On pense, les historiens de l'anthropologie visuelle pensent que le terme cinéma documentaire vient de là. En fait, un critique parlant de ce film a dit Flaherty fait du cinéma, mais ce cinéma documente la réalité. C'est du cinéma documentaire et l'expression serait restée. Et en 1926, il a fait Moana en Polynésie. Je vous montre juste un extrait très court pour que vous soyez un peu dans l'ambiance de Moana. Je ne vais pas tout passer. Et donc la particularité de la technique de Flaherty sur Moana, puis sur Man of Aran, qu'il a fait beaucoup plus tard, c'était de projeter les roches quasiment tous les soirs aux gens en disant qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je montre montre pas, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce qui est important. Et l'idée, c'est qu'il ne maîtrise pas seul l'image, mais qu'il associe déjà, donc en 1926, les acteurs à la construction du discours. Évidemment, pour lui, ça n'est pas théorisé comme ça, c'est juste naturel, et il raconte qu'il est là, il n'y a rien d'autre à faire, les gens sont là, il doit s'occuper de ses rushs, donc tac, on se retrouve, et on les montre, et voilà. Il se trouve qu'on travaille ensemble, un peu par hasard. Donc il y a ce moment-là, de la naissance du cinéma documentaire, et puis il y a 3 autres événements sur lesquels je vais passer rapidement, et qui sont pourtant fondamentaux. En 1960, Jean Rouch, ethnographe, donc scientifique, et Edgar Morin, sociologue, scientifique, se rencontrent. Morin travaillait depuis longtemps sur la question du cinéma, déjà ici intéressé. Rouch pratiquait l'usage, travaillait avec la caméra. Et ils ont commencé à développer des projets ensemble. Et ils ont fait notamment un film très important dans l'histoire de ce qu'on a appelé le cinéma direct ou vérité, très important en France, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres avant, 20, 30, 40 ans avant ailleurs, mais en France, ce film qui s'est appelé Chronique d'un été a joué un rôle très important. Et c'est à ce moment-là que l'expression cinéma-vérité est arrivée en France. Elle avait existé en russe 40 ans avant avec Tsika Vertov, mais elle est revenue pour parler d'un cinéma nouveau qui tiendrait un discours particulier sur le réel. Ça, je vais y revenir. Donc 1960, c'est un moment très important, y compris en termes de technique, de développement technique. Ça aussi, j'y reviendrai. Deuxième moment très important, après la révolution des œillets au Portugal, très peu de temps après un court espoir d'émancipation au Mozambique, commence la guerre civile qui s'achèvera en 92. Et c'est quand même ce moment du démarrage de la guerre civile qui reste un moment de réflexion politique, culturelle, artistique très très fort au Mozambique, qui attire des gens du monde entier. Godard et Jean Rouch vont au Mozambique à la fin des années 70 avec une première idée de donner des caméras aux gens pour documenter ce qui se passe après dans ce moment d'émancipation. Le projet ne fonctionne pas, il rentre à Paris, mais là va démarrer le projet des ateliers Varan avec Rouch. Et les ateliers Varan, ils ont un projet tout à fait étonnant. Ce projet, c'est donner des caméras à des populations
dont on parle beaucoup par l'image, mais qui ne parlent jamais d'elles-mêmes. En gros, le discours, c'est on arrête de tenir un discours européano-eurocentré sur ces populations-là. On les forme à toutes les techniques de prise de vue, de montage, d'entretien du matériel. On fournit par des subventions le matériel et c'est eux qui parlent d'eux-mêmes. Ça a été fait longtemps avant, ça a été fait en Amérique du Nord avec les Navarros, 40 ans avant, 30 ans avant, mais ils relancent ça avec une organisation internationale. Ils ont formé à peu près 1500 stagiaires dans les 30 premières années du fonctionnement entre 82 et 2010-12. Ils continuent à fonctionner aujourd'hui. Et quand Vincent Blanchet, à l'école, vient filmer et forme les enfants au cinéma, je vous disais, c'est très naturel. Oui, c'est très naturel, c'est Varan. C'est le fonctionnement de Varan. Et puis voilà, ça c'était deuxième moment Mozambique avec Rouchet Godard, et troisième moment important de cette historique pour la France, mais qui a une répercussion à l'international, c'est les ateliers Varan. Troisième point, et je vais aller assez vite, pour mettre en avant quelques idées théoriques autour de recherche avec, processus de production de connaissances, etc. Je ne fais que pomper, voler des idées que j'ai entendues dire par Richard Leacock, que je vous ai montré tout à l'heure, et puis par Vincent Blanchet, et puis donc beaucoup par MacDougall, qui est l'un d'abord des grands praticiens du ciné documentaire, mais surtout l'un des grands théoriciens du cinéma documentaire. Ça, c'est l'un des ouvrages les plus connus à ma connaissance, mais Emmanuel me contredira peut-être, puisqu'il y en a d'autres, des ouvrages. Et puis, il y a ce bouquin plus récent sur l'anthropologie visuelle, dans lequel j'ai piqué, par exemple, ce schéma-là. Voilà, le bouquin est très très riche, à la fois en termes de repères historiques et puis en termes d'analyse, de grille d'analyse. Alors donc 4 courtes idées, et puis après je conclurai avec un autre exemple plus récent sur lequel j'ai travaillé. 5 idées, pardon. Première idée, on invite les gens à se mettre en scène et on considère que quand les gens jouent ou surjouent, ils sont eux-mêmes. C'est une phrase de Rouche, les gens ne sont jamais autant eux-mêmes que quand ils se mettent en scène. Je vais dire à quelqu'un, mais toi là tu joues, tu fais semblant devant la caméra, donc je ne montre plus la réalité. Et Rouge dit, si, il est en train de montrer, ou elle est en train de montrer ce qu'elle est au fond d'elle. C'est très vrai. Donc il faut qu'ils se mettent en scène. Et ça, c'est les pratiques de Rouge qui sont assez extraordinaires, où il fait écrire les films par les gens avec qui il travaille, il les fait jouer, et il les fait post-synchroniser, évidemment, enfin pas évidemment, mais l'un des plus connus, c'est ça, Moi un noir. Effectivement, j'ai participé au projet de recherche formation Néopass en France, avec Sébastien d'ailleurs, et dans ce projet, on utilise donc l'outil vidéo pour aller filmer dans des classes avec des enseignants débutants, des situations professionnelles difficiles, parce que là, nous, on travaillait sur le thème de la gestion des incidents. Et dans ce travail, eh bien, on utilise donc, on filme les personnes, mais on les filme une fois, mais on vient les revoir, donc on ne les laisse pas toutes seules. C'est important d'accompagner, de les aider d'accompagner leur travail de formation, ça doit être formateur pour elles aussi. Et donc, on vient les voir plusieurs fois dans l'année, ça c'est important du point de vue éthique. Ensuite, on pratique avec ces personnes des entretiens d'autoconfrontation. Donc d'abord un entretien simple, autoconfrontation simple. La personne regarde sa pratique de classe, elle peut couper la vidéo à certains moments et dire ses ressentis, qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle pensait au moment où elle agissait ou avant d'agir, quels problèmes professionnels elle rencontrait, dans quel dilemme elle était prise, quel choix elle avait à faire. Bon, voilà. Donc ce sont des moments importants où les personnes aussi prennent conscience, les professionnels prennent conscience de leur façon d'agir, que peut-être aussi ils auraient pu faire autrement. Dans l'entretien d'autoconfrontation simple, les gens sont amenés aussi à dire comment ils pourraient peut-être s'y prendre autrement.
Pour autant, ça ne suffit pas et on pratique aussi, dans cette recherche, on a aussi pratiqué des entretiens d'autoconfrontation croisés, c'est-à-dire deux enseignants débutants, l'un regarde la vidéo de l'autre et réciproquement. Après, on inverse. Donc là, c'est intéressant parce que ça permet à un professionnel de se rendre compte que d'autres débutants peuvent rencontrer aussi peuvent se poser les mêmes questions, donc ça dédramatise des problèmes. Il voit aussi que donc il y a des préoccupations communes, ces questions communes sont communes au départ. Il voit aussi que ces autres débutants ont peut-être trouvé d'autres façons d'agir possibles auxquelles eux n'avaient pas pensé, ou posent d'autres problèmes qu'eux n'avaient pas vus. Donc l'autoconfrontation croisée, c'est déjà un premier niveau, un premier pas pour se professionnaliser davantage et se mettre à distance d'un regard qu'on a, de sa pratique première sur la situation. Ça donne un regard extérieur sur sa pratique. Et puis on a aussi donc montré ces vidéos à des enseignants plus expérimentés, voire à des chercheurs qui eux aussi donnent un point de vue expérimenté, mais jamais dans le jugement. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal ce qu'a fait la personne. L'enseignant débutant cherche, tâtonne, il a le droit de se tromper, il hésite, il ne sait pas. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être dans le jugement, mais c'est d'essayer d'augmenter le type de réponse possible face à une situation, d'outiller l'enseignant pour qu'il augmente la gamme de ses façons d'agir possibles dans ces situations-là. Ensuite, je voulais justement pour capter, je dirais, une diversité, je dirais, capter plus en profondeur, je dirais, ce que les adolescents vivent puis ont exprimé. Je leur ai proposé de créer une vidéo, de créer chacun par groupe, c'est ça, j'ai organisé par groupe. Aussi, le fait de partir avec des groupes, c'était aussi très proche de la vie des adolescents parce qu'ils sont toujours ensemble. Un adolescent tout seul, c'est toujours une perte, ou c'est toujours... en tout cas, dans comment eux autres, ils se pensent, là, être tout seul. Oui, il faut sans doute un peu de temps. Une fois qu'ils ont un peu oublié, il faut qu'ils oublient un petit peu la caméra. Mais ça dépend comment on travaille avec eux après. C'est vrai que l'autoconfrontation, oui, elle favorise l'implication, parce que quand on repasse le film de ce que l'enseignant a fait dans sa classe, bien, on l'amène à se poser des questions. On l'oblige presque à regarder sa pratique et à nous dire les questions qu'il se pose. Donc là, forcément, il y a de l'implication. Il y a du sujet humain qui transparaît, forcément. Bon, après, ce qui est important, c'est que ça devienne... C'est d'y revenir, justement. C'est de ne pas venir seulement une fois, mais dans la durée, de retourner voir cet enseignant et de travailler avec lui sur d'autres situations professionnelles, de voir comment un problème qu'il a posé à un moment, quelques mois plus tard, il a réussi à le résoudre. Comment il s'y est pris pour le résoudre. Ça, c'est intéressant. Bon, en même temps, le problème, c'est... Dans Néopass, là, le problème qu'on a rencontré avec Sébastien, c'est qu'on attire l'attention de l'enseignant sur des points précis. Alors parfois, ça morcelle trop, ça découpe trop le déroulement d'une situation. Tu vois. Ça le découpe trop. Et on perd de vue le contexte, on perd de vue la situation dans son ensemble. L'ensemble de la situation. Donc, à mon avis, c'est une limite, ça, de l'analyse de l'activité trop poussée comme ça, c'est-à-dire que ça pourrait presque être comportementaliste. On a trouvé le bon geste professionnel, alors on va le reproduire. On sait que dans la réalité, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça me semble être une limite de l'analyse de l'activité, ça. De trop découper, de trop aller extraire un geste ou un micro-moment de la situation, un petit moment de la situation, et dire, voilà, là on a trouvé ce qu'il faudrait faire. Bon, la réalité est plus complexe que ça, quoi. Oui, je concentre mon attention au niveau technologique plutôt sur les dispositifs, la façon d'organiser, de structurer la recherche, les situations dans lesquelles
On va se trouver, chercheurs et autres personnes impliquées dans la recherche. Un petit vidéo, un support vidéo peut à la fois permettre de publiciser, de diffuser un dispositif, ici une manière de travailler, et en même temps nous échappe totalement et peut servir d'autres causes, par exemple de standardiser la pratique des autres. Vous voyez, en prenant comme modèle, on repère une pratique, on l'identifie, on la formalise, on la filme, etc. On en fait un objet fini, et puis on le diffuse, et là le risque, c'est la standardisation, ça devient épistémologique, méthodologique, à penser que c'est nécessaire de nous déplacer dans tous les sens du terme et d'être présent avec le souci des personnes auprès de qui nous cherchons et le souci de la relation qui se met en place dans ce processus de recherche. Ce qui suppose, et là il me semble qu'on est aussi assez tous d'accord, et d'ailleurs la nature même de nos échanges en rencontre, une attitude assez modeste, de ne pas étaler une ribambelle de références théoriques avant de commencer, ou même au cours du déroulement de la recherche, mais plutôt de négocier à partir des centres d'intérêt des uns et des autres, de part et d'autre, un objet de recherche, une méthode, etc. On est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est une recherche qui suppose un terrain, une recherche avec, elle serait plutôt de nature empirique et inductive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas chercher à vérifier des hypothèses, mais qu'elle va construire son savoir petit à petit en fonction de tout ce qu'elle va pouvoir rencontrer. Alors on est un peu tous d'accord sur le fait qu'il y a une sorte de dimension subversive à la recherche avec. Excluons de notre recherche avec la recherche quantitative, ou est-ce que le grand nombre de témoignages qui ont été apportés de recherche qualitative est un reflet simplement d'une préférence non exclusive? C'est une question que je me posais. Et puis, rechercher avec, mais rechercher avec qui? Et parfois, il y a il me semble qu'il y a des non-dits ou des choses qui ne sont pas complètement précises sur si c'est la priorité aux usagers et aux citoyens ou si c'est une méthode de travail au niveau d'un entre-soi professionnel. Est-ce que ça concerne que le niveau des institutions et des lieux de collectivité, ou est-ce que ça concerne tous les usagers citoyens? Et puis, pour terminer, il me semble qu'il y a des aspects qu'on n'a pas évoqués et qui peut-être sont trop bien connus de certains d'entre vous, donc ne viennent pas à la surface, mais rechercher avec, cela pourrait être aussi mener des recherches collectives, plusieurs chercheurs sur un même objet, par exemple, ou des chercheurs et des praticiens, des chercheurs et des usagers. Et dans ce cas, il me semble qu'il y a une première phase qu'on n'a pas beaucoup interrogée, c'est avec qui partager les entretiens menés auprès d'une personne. Comment on gère le partage des informations entre les différents acteurs, et si on décide de tout partager, comment on les protège? Comment on les protège parce qu'il y a quand même, quand la relation existe, il y a des choses qui se disent qui n'ont pas forcément envie d'être répétées ou d'être connues. Donc, comment on gère ce partage d'informations? Aussi, parce que pour l'instant, je pense qu'on a peu pris le temps de le faire, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé pour l'instant de guide méthodologique sur ces questions-là, c'est quel savoir-faire développons-nous pour travailler à plusieurs sur une même recherche, pour élaborer ensemble une analyse et pour écrire à plusieurs mains.
Et aussi, parce que ça, on en a déjà fait le constat avec Anna qui fait cours ce matin, donc qui n'est pas là, mais qu'apprenons-nous de la recherche à partir d'un même objet et des mêmes entretiens partagés quand nos interprétations divergent?